Bonjour. Vous êtes capable de déterminer les lignes d'eau dans un canal à pente constante dans différentes conditions d'écoulement. Nous allons maintenant découvrir les conséquences sur l'écoulement de la présence de singularités dans le canal. Dans cette leçon, nous nous concentrerons sur les changements de pente de fond. Comment évoluent les lignes d'eau lorsque la pente augmente ou diminue? Que se passe-t-il au droit d'un seuil? Les changements de pente peuvent être de différents types. La pente peut être initialement faible ou forte, et puis augmenter ou diminuer, ou encore changer de catégorie. Commençons donc par rappeler les notions de faible et forte pente hydraulique vues dans une leçon précédente. Lorsque la profondeur uniforme est supérieure à la profondeur critique, la pente est dite faible. Cela correspond à des valeurs de S0 inférieures à la pente critique SC. Par contre, lorsque la profondeur uniforme est inférieure à la profondeur critique, la pente est dite forte, et cela correspond à des pentes de fond S0 supérieures à la pente critique. Le caractère faible ou fort de la pente dépend donc du débit. Après avoir rappelé la définition de la pente hydraulique, nous pouvons maintenant explorer les cas d'augmentation et de réduction de la pente de fond. D'abord, les augmentations de pente. Supposons que nous avons initialement une faible pente de fond S01 et que celle-ci augmente jusqu'à S02 tout en restant faible. Dans ce cas, les deux valeurs S01 et S02 sont inférieures à SC, comme illustré sur le diagramme de HU et HC en fonction de la pente. Ce diagramme nous montre aussi que la profondeur uniforme HU2 est inférieure à HU1, alors que la profondeur critique reste pratiquement la même. En faible pente, nous aurons affaire à des axes hydrauliques de type M. Si aucune perturbation du système n'existe à l'amont et à l'aval, nous y retrouverons la profondeur uniforme. En examinant les différentes lignes d'eau de type M possibles, nous voyons qu'aucune d'elles ne tend vers HU à l'aval. Dès lors, comme on ne peut tendre vers la profondeur uniforme, on doit s'y trouver d'emblée. Nous pouvons en déduire que la profondeur uniforme règne dans tout le tronçon aval de pente S02. Dans le tronçon amont, nous retrouverons alors un axe M2 qui, loin à l'amont, rejoint la profondeur uniforme et qui, vers l'aval, voit sa profondeur diminuer jusqu'à rejoindre la profondeur HU2 qui règne dans le tronçon aval. En effet, M2 étant un axe d'aval, il ne demande pas mieux que de se raccorder à l'axe MU. Continuons en examinant ce qui se passe en forte pente, dans le cas d'un passage d'une pente S01 à une pente plus forte encore, S02. Ces deux pentes, S01 et S02, sont supérieures à la pente critique SC, et nous aurons donc maintenant des axes hydrauliques de type S. Si la profondeur uniforme règne loin à l'amont et loin à l'aval du changement de pente, alors nous avons un axe SU dans le tronçon amont. En effet, aucun axe supercritique ou axe d'amont ne tend vers la profondeur uniforme à l'amont. Dans le tronçon aval, c'est un axe S2 qui se développera. Celui-ci démarre à la profondeur HU1 à l'amont et tend vers HU2 à l'aval. Pas de problème pour se raccorder à SU, puisque S2 est un axe d'amont. Un dernier cas d'augmentation de pente reste à examiner. Le passage d'une pente S01 faible, inférieure à SC, à une pente S02 supérieure à SC. Nous aurons donc un axe de type M dans le tronçon amont et un axe de type S dans le tronçon aval. Si la profondeur uniforme règne loin à l'amont et loin à l'aval, la ligne d'eau devra franchir la profondeur critique puisque HU1 est supérieur à HC et HU2 inférieur à HC. La seule manière de réaliser ce passage consiste à avoir un axe M2 à l'amont, axe dont la profondeur va diminuer jusqu'à la profondeur critique HC, et ensuite, à partir de là, un axe S2 dans le tronçon aval. Contrairement au ressaut hydraulique qui est une transition brusque entre un axe d'amont et un axe d'aval, la combinaison M2-S2 permet de franchir la profondeur critique de manière douce.
Un tel franchissement de la profondeur critique à partir d'un axe d'aval vers un axe d'amont porte le nom de section de contrôle. Les augmentations de la pente de fond étant couvertes, voyons maintenant ce qui se passe lorsque la pente de fond diminue. Ici, la pente amont S01 est plus importante que la pente aval S02. Ces deux pentes sont toutefois inférieures à la pente critique et nous aurons donc des axes de type M. Si la profondeur uniforme règne loin à l'amont et à l'aval, cela signifie que l'axe hydraulique dans le tronçon aval est un axe MU, puisqu'aucun autre axe M ne tend vers la profondeur uniforme. Pour rejoindre cet axe MU, nous aurons un axe M1 dans le tronçon amont. Cet axe d'aval voit sa profondeur augmenter pour se raccorder à la profondeur uniforme HU2, ce qu'il fait sans difficulté puisque M1 est un axe d'aval. Voyons maintenant ce qui se passe en forte pente, avec des axes hydrauliques de type S. Il nous faut passer d'une pente S01 très forte à une pente S02 un peu moins forte. À nouveau, si nous avons la profondeur uniforme à l'amont et à l'aval, la seule combinaison possible est le passage d'un axe SU à l'amont vers un axe S3 à l'aval, ce dernier tendant progressivement vers la profondeur uniforme HU2. Dernier cas possible, le passage d'une pente forte S01 supérieure à SC à une pente faible S02 inférieure à SC. C'est une situation typique qu'on peut trouver dans des régions de piémont où un cours d'eau à forte pente débouche dans une plaine ou dans une vallée plus large où la pente de fond est faible. À nouveau, nous supposons que l'écoulement est uniforme loin à l'amont et loin à l'aval. Mais ici, la situation est un peu plus compliquée puisqu'il va falloir franchir la profondeur critique. Comme nous avons un écoulement supercritique à l'amont, puisque HU1 est inférieur à HC, et un écoulement subcritique à l'aval, puisque HU2 est supérieur à HC, il nous faudra passer par un ressaut hydraulique pour franchir HC. Reste donc à savoir où se situera le ressaut. Pour rejoindre HU2 à l'aval, la seule solution est d'avoir un axe MU dans le tronçon aval. Pour rejoindre HU1 à l'amont, la seule solution est d'avoir un axe SU dans le tronçon amont. Commençons donc par représenter les axes conjugués à SU et à MU, soit SU' et MU', représentés par les traits pointillés verts. Les positions de ces axes conjugués nous indiquent que le ressaut se situera dans le tronçon aval, puisque MU est en dessous de SU'. En effet, un axe d'aval issu de MU dans le tronçon amont sera forcément un axe S1. On voit bien que celui-ci, démarrant à une profondeur inférieure à l'axe SU', ne pourra pas le croiser. Cela signifie que le ressaut ne se situe pas dans le tronçon amont, mais plutôt dans le tronçon aval. Nous pouvons donc tracer un axe SU, suivi de l'axe d'amont M3 à partir de HU1 au droit du changement de pente. Cet axe M3 croise MU' et c'est au droit du croisement que se situera le ressaut. Voilà donc la configuration finale des axes hydrauliques. Un axe SU dans le tronçon amont, suivi d'un morceau d'axe M3 dans le tronçon aval, et ensuite un ressaut hydraulique pour rejoindre l'axe MU. Revenons un peu en arrière. Nous avons vu que dans ce cas-ci, l'axe S1 issu du niveau HU2 ne croisait pas l'axe SU' et que le ressaut ne pouvait pas se situer dans le tronçon amont. Mais que se passerait-il si la pente S02 était plus faible encore? La première conséquence est une augmentation de HU2. Et la situation de départ est donc celle-ci. On suppose toujours qu'on a la profondeur uniforme loin à l'amont et loin à l'aval. Ici, les situations respectives des deux axes conjugués SU' et MU' sont telles que le ressaut se situera bien à l'amont du changement de pente. En effet, l'axe M3 partant de HU1 ne croise cette fois-ci plus l'axe MU', rendant impossible l'existence d'un ressaut dans cette zone. Par contre, l'axe S1 issu de HU2 croise bien l'axe SU' dans le tronçon amont.
ce qui nous permet de trouver la position du ressaut et de dessiner la ligne d'eau finale. Voilà, nous avons passé en revue les différents cas de changement de pente. Il nous reste à voir ce qui se passe au droit d'un seuil. Nous allons schématiser la situation comme illustré ici. Le seuil est représenté comme une surélévation locale du fond. La pente de fond S0 est supposée faible et identique à l'amont et à l'aval. Nous pouvons dessiner les diagrammes d'énergie spécifique pour la partie amont et pour la partie aval. La pente de fond étant la même des deux côtés, la profondeur uniforme ne change pas non plus. Supposons que l'énergie globale reste constante au passage du seuil. La ligne d'énergie sera donc horizontale et les endroits où cette ligne d'énergie croise les courbes d'énergie spécifique nous indiquent les profondeurs d'eau possibles pour l'écoulement. Si l'écoulement arrivant sur le seuil est subcritique ou fluvial, on voit que la profondeur H1 avant le seuil est supérieure à la profondeur H2 après le seuil. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, la profondeur d'eau diminue donc malgré l'augmentation du niveau du fond. Si l'écoulement arrivant sur le seuil est supercritique ou torrentiel, c'est le contraire. On voit que la profondeur H1 avant le seuil est inférieure à la profondeur H2 après le seuil. Ici, nous avons donc une augmentation de la profondeur au passage du seuil. Tout cela vous paraît peut-être contre-intuitif et vous avez du mal à le croire. Voyons alors ce qui se passe dans le petit canal de laboratoire. L'écoulement est subcritique, nous voyons que la profondeur d'eau est assez importante, mais au droit du seuil de fond, vous voyez que la profondeur d'eau diminue. Elle est inférieure à ce qu'elle est à l'amont et à l'aval de celui-ci. Voilà déjà la fin de cette séquence. Exercez-vous bien à trouver les bonnes configurations des lignes d'eau avant d'aborder les autres singularités locales de l'écoulement. Bon travail!